Alors, moi, qu'est-ce que je dirais quand même sur la personnalité de Le Pen? Parce qu'il y a quand même quelque chose qui est important à savoir. Je dirais deux choses. La première, c'est en termes politiques, puis la deuxième, la personnalité. Il y avait autour de Jean-Marie Le Pen, à l'époque, Jean-Marie Le Pen était quand même qualifié une personnalité extrême droite. Il était également proche de Giorgio Almirante, qui était un Italien, qui était à la tête d'un mouvement politique qui s'appelait le Mouvement Social Italien, le Movimento Sociale Italiano, le MSI, et qui avait, à la fin des années 60, au début des années 70, avait connu un grand engouement, notamment dans le Mezzogiorno, dans le sud de l'Italie. Et Giorgio Almirante, c'était quelqu'un qui avait été, sauf erreur de ma part, je crois, un jeune secrétaire d'État du gouvernement de Mussolini dans les années 1930, fin des années 30 et début des années 40. Voilà. Et donc, c'était donc un fasciste, au sens tout à fait étymologique du terme, parce que le mot fascisme vient justement de l'Italie mussolinienne, et qui avait créé un parti qui s'appelait le MSI, et qui avait adopté comme symbole, comme logo, le fameux, ces espèces de trois flammes qui étaient vertes, blancs et rouges, qui était le drapeau de l'Italie, avec marqué MSI, et ça avait une espèce de vasque avec des flammes qui faisaient penser, on pouvait penser éventuellement à la Rome antique, à la Rome de l'Antiquité, on pouvait penser aussi assez volontiers à ces manifestations un peu néo-païennes dont étaient friands les fascistes et plus encore les nazis. Rappelez-vous par exemple les cérémonies qui avaient lieu à Nuremberg du temps de l'Allemagne hitlérienne dans les années 1930 avec des cathédrales de lumière. Alors ça, c'était le logo qui avait été inventé par Giorgio Almirante, parti fasciste d'extrême droite avec un proche de Mussolini. Et Jean-Marie Le Pen, du fait de sa proximité, de son amitié avec Giorgio Almirante, lui avait demandé l'autorisation d'utiliser cette flamme tricolore pour le Front National. Ce que Giorgio Almirante avait donc donné. Donc du coup, c'est de là qu'avait daté le logo bleu, blanc, rouge, et Jean-Marie Le Pen ayant remplacé le vert par le bleu. Voilà. C'est-à-dire que effectivement, même avec une volonté d'apaisement et de bonne volonté, il faut reconnaître, c'est un fait absolument objectif, que dès les débuts, sans compter qu'il y avait parmi les membres fondateurs, je crois qu'il y avait un Waffen-SS qu'on avait vu présent ici ou là, dès les débuts, sur les fonds baptismaux du Front National version Jean-Marie Le Pen, c'était quand même un mouvement qui était très provocateur, d'extrême droite et avec des symboles comme celui dont je viens de parler. Voilà. Alors, ce qu'il faut quand même savoir sur cette affaire, c'est que Jean-Marie Le Pen n'était pas un inconnu. Il avait été, en 1956, un député poujadiste, comme on le dit. Il avait été, non pas le plus jeune, mais le deuxième plus jeune. J'ai vu ça dans un article de Charles Sapin dans le Figaro. Le deuxième député le plus jeune de la 4e République, enfin, en 1956, je crois. Et il avait frappé les esprits, à la fois par sa faconde. C'était quelqu'un qui avait une grande facilité pour parler, qui captivait les foules, et aussi parce qu'il avait demandé à être mobilisé, envoyé, bien qu'il fût député, d'être envoyé en Algérie pour défendre les intérêts de l'Algérie française. Ce qui mènera justement à ces soupçons récurrents sur le fait qu'il aurait participé à des exactions et à des tortures en Algérie. Ce qui explique aussi pourquoi une partie significative ce qu'on a appelé les pieds noirs, donc des Français rapatriés d'Algérie, ont gardé pendant très longtemps, et leurs descendants, une affection particulière pour Jean-Marie Le Pen, qui a été représentant. Affection d'ailleurs qui s'étendait à certains harkis, puisque je rappelle que contrairement à ce qui est un peu une légende aussi, on a fait de Jean-Marie Le Pen quelqu'un de raciste de façon absolue, il y avait quand même dans son parti politique, il y avait justement des Français, des harkis d'origine algérienne, qui étaient là, ce qui n'excuse pas le fait qu'il avait fait par ailleurs des déclarations scandaleuses. Mais je crois, j'y reviendrai dans la deuxième partie de mon propos, je crois qu'il faut tenir compte de la personnalité profonde de qui était Jean-Marie Le Pen. En tout cas, il était assez connu. Il crée donc le Front National, il rejoint le Front National en 1972 et il lui a donné évidemment un dynamisme très important. Mais ce dynamisme n'a pas été très facile, puisqu'il avait réussi à se présenter à l'élection présidentielle en 1974. À l'époque, il fallait 100 parrainages et non pas 500 comme aujourd'hui. Et bien que Jean-Marie Le Pen ait été comme un personnage connu, pas immensément connu, mais il avait quand même été très connu dans les années 50, à partir de 1956 par son engagement auprès du mouvement poujadiste, puis ensuite avec son engagement pour l'Algérie française,
Ensuite, il était à la tête du Front National qui avait lancé dans les années 72 des campagnes contre l'immigration sauvage. Donc c'était quand même quelqu'un qui était quand même connu et répertorié depuis un certain temps. Il se présente à l'élection présidentielle de 1974 où il a les 100 parrainages et il a fait, je crois, quelque chose comme 0,74% des suffrages. Voilà, à peu près. C'est-à-dire, on me permettra de le signaler au passage, moins que ce que j'ai fait moi en 2017 où j'ai fait 0,93%, alors que personne ne me connaissait, sauf pendant, je n'ai été connu que pendant le dernier mois. Je le dis au passage, parce que ça permet de... C'est intéressant de faire des comparaisons, non pas que je me compare à Jean-Marie Le Pen, mais c'est intéressant quand même de voir que même quelqu'un qui était très connu, dans la mesure où il n'avait pas la faveur des médias, il n'était pas arrivé à grand-chose. Il n'avait pas la faveur des médias. Et en 1974, en 1981, lorsqu'il y a l'élection présidentielle suivante, à l'issue du septennat de Giscard, entre-temps, sauf erreur de ma part, on était passé aux 500 parrainages, et là, il n'a pas eu les 500 parrainages, il n'a pas pu se présenter, donc, à l'élection présidentielle de 1981. Et c'est à ce moment-là qu'arrive, dans les années qui suivent, un phénomène très important de la situation de la société, de l'évolution de la scène politique française. C'est deux choses, moi, qui me frappent sur le début des années 80. D'abord, une photographie qui circule sur Internet, que vous trouverez, qui doit dater de 1979, 80, 81, où on voit Jean-Marie Le Pen, qui donc n'est rien, en fait. Enfin, il n'est pas plus que je ne suis. Il a été candidat à l'élection présidentielle, il a fait un score de 0,74%, puis après ça, on n'entend pas beaucoup parler. Et on voit une photo de lui en 79 ou 1980, je crois, avec Ronald Reagan, le président des États-Unis d'Amérique. Voilà. Je ne sais pas comment il avait fait. Bah, paraît-il qu'il y avait des amis conjoints, des amis communs, mais c'est quand même bizarre. Moi, je ne sais pas, je ne pense pas que je serrais la main de M. Biden, ou même d'ailleurs de M. Trump. Enfin, en tout cas, je vous signale que je n'ai pas été invité, parce qu'il paraît qu'il y a des rumeurs comme quoi Donald Trump inviterait des gens à son investiture. Moi, je ne l'ai pas été, et je ne le serai certainement pas, d'ailleurs, compte tenu des analyses que je fais sur la nécessaire indépendance de la France vis-à-vis de toutes les puissances étrangères. Mais enfin, force est de constater que M. Jean-Marie Le Pen avait été, on le voit en photo, en train de serrer la main avec Ronald Reagan. Comment a-t-il fait? C'est un mystère, un des mystères de la vie de Jean-Marie Le Pen. Il y a un deuxième, c'est pas vraiment un mystère d'ailleurs, parce que tout le monde est à peu près au courant dans le landerneau politique, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Entre 1982 et 1986, il s'est passé, d'une part, il y a eu un événement un peu retentissant qui a été une élection législative partielle à Dreux, pour des élections municipales où le candidat du Front National, qui était Jean-Pierre Stirbois, a fait 11% des suffrages, ce qui était évidemment beaucoup par rapport, on n'avait jamais vu ça pour ce mouvement, mais ça n'était jamais qu'une élection législative tout à fait partielle, enfin c'était très circonscrit à Dreux. Mais je me rappelle très bien que c'était en 83, on en avait fait, tous les médias français n'avaient parlé que de ça. Au point même, je me rappelle très bien qu'elle avait été en première page du journal Le Monde. J'ai suffisamment d'expérience politique pour savoir que lorsque les médias ne veulent pas que l'on parle d'un responsable politique ou d'un parti, ils n'en parlent pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et là, les médias pouvaient éventuellement faire titrer un article, mais en faire la première page de tous les journaux, même en avant dans tous les journaux télévisés, radiophoniques, c'était évidemment un dynamisme extraordinaire qui était insufflé à partir de ce moment-là à la montée en puissance du Front National. Et ceci, en fait, on le sait maintenant, avait été déjà conçu et concocté par Mitterrand et Michel Charasse à l'Élysée. On sait que Jean-Marie Le Pen avait écrit une lettre à François Mitterrand pour lui dire qu'il était très maltraité dans les médias, ça c'était vrai, et pour lui dire d'intervenir. Or, François Mitterrand est en effet intervenu. Je pense à ça parce que je m'imagine en train de moi d'écrire à Macron en disant on ne me voit jamais dans les médias, intervenez. Je ne suis pas sûr. C'est un euphémisme que M. Macron interviendrait pour que l'on me donne la parole dans les grands médias. Et c'est pourtant ce qui avait été fait avec l'entremise de Michel Charasse, qui était un proche de Mitterrand, ministre du Budget. Et donc, le grand coup d'envoi après l'élection municipale partielle de Dreux, le grand coup d'envoi a été en 1984. Jean-Marie Le Pen a été invité à une émission qui était, comment dirais-je,
piloté par un journaliste, le journaliste politique le plus en vogue à l'époque, qui s'appelait François-Henri de Virieux. Et c'était une émission qui commençait à 20h30, et non pas à 21h10, comme c'est maintenant, après 40 minutes de pub. À l'époque, il commençait à 20h30, juste à la fin du journal télévisé, et qui durait plus d'une heure, même un peu plus d'une heure. Donc cette émission qui s'appelait, je sais pas comment elle s'appelle d'ailleurs, enfin c'était pas essayez de retrouver, non ? L'heure de vérité, voilà, c'était ça, une grande émission, l'heure de vérité. Et alors tous les journaux, toutes les télés avaient dit ce soir, l'heure de vérité avec Jean-Marie Le Pen, etc. Et donc Jean-Marie Le Pen a pu pendant plus d'une heure, avec une émission où on lui a posé des questions relativement de façon aimable, on ne l'a pas agoni d'injures, on ne l'a pas coupé sans arrêt pour l'empêcher, parce que je connaissais la musique, pour empêcher un responsable politique de parler, il faut le couper sans arrêt pour qu'il perde le fil de ce qu'il est en train de dire, pour que le public ne trouve pas la cohérence dans ses propos, etc. Donc vous pouvez donner la parole à un responsable politique tout en le flinguant médiatiquement et politiquement si vous le coupez sans arrêt ou si vous faites passer du coq à l'âne. Mais pas du tout, c'était pas du tout ce qui s'était passé. En réalité, on lui a apporté sur un plateau d'argent relayé par tous les médias une immense notoriété nationale. Et donc c'est à partir de ce moment-là que le Front National a véritablement connu une très forte croissance dans la société française, à partir de ces deux événements de Dreux en 83 et de l'heure de vérité de 1984. Voilà. Alors je le signale parce que tout le monde, enfin pas tout le monde, mais je m'adresse ici notamment aux plus jeunes, aux gens, disons, qui ont moins de 30 ou 40 ans, ceux qui n'ont connaissent, ils peuvent demander d'ailleurs à leurs parents ou leurs grands-parents s'ils se rappellent cette affaire. Ils peuvent aller aussi vérifier sur Internet si ce que je dis est vrai ou faux, et vous verrez. Et en fait, tout le monde sait que cette stratégie avait été concoctée par Mitterrand et Michel Charasse et Jean-Marie Le Pen. Ils avaient fait tout ça de façon de concert pour en fait torpiller la droite française, torpiller le mouvement gaulliste incarné par Chirac. Je rappelle que Chirac, en 1978, avait lancé l'appel de Cochin lorsqu'il avait eu un accident de voiture. Il avait été transporté à l'hôpital Cochin. Et au cours de son séjour à l'hôpital Cochin, il avait publié un appel qui est resté célèbre dans les mémoires, qui s'appelle l'appel de Cochin, que vous pouvez aller voir sur Internet, qui avait été rédigé plus ou moins par Pierre Juillet, qui était l'un de ses principaux conseillers, qui était le plus fidèle à la pensée gaulienne. Et donc Jacques Chirac avait lancé un appel foncièrement anti-européen, anti-construction européenne, puisqu'on était juste à l'arrivée de la première élection du Parlement européen au suffrage universel. Auparavant, les députés, les eurodéputés c'était des parlementaires qui étaient nommés par les États membres et qui n'étaient pas élus. Donc en 1979, suite à des réformes, et notamment une réforme de la Constitution française, il avait été donc prévu que les eurodéputés soient élus au suffrage universel, ce qui était évidemment, du point de vue pragmatique, mais aussi symbolique, un coup de canif terrible sur le principe de souveraineté nationale et un premier pas vers la supranationalité. À ce moment-là, Chirac, en 78, et dans son discours que vous retrouverez aussi en 79, où Chirac avait dénoncé l'Europe mollusque, une Europe germano-américaine, il avait tenu des propos, Jacques Chirac avait tenu des propos qui lui avaient été mis dans la bouche, notamment par Pierre Juillet, fidèle en cela à la pensée gaulienne. Or, le même Jacques Chirac, qui disait ça en 79, devient Premier ministre de François Mitterrand en 1986, suite aux élections législatives de 86, où le Parti socialiste avait perdu la majorité. Et d'un seul coup, Jacques Chirac est devenu européiste, puisqu'il avalise l'acte unique de 1986, l'acte unique européen, qui est le début, le prémisse de ce qu'allait devenir le traité de Maastricht, quelques 6 ans après, avec notamment la libre circulation des mouvements de capitaux et tout ce qui allait en découler. C'est-à-dire que Jean-Marie Le Pen emporte dans sa tombe un des grands secrets de la politique française, c'est qu'il a servi de façon tout à fait consciente, préméditée et délibérée à en fait torpiller la droite française, à enfoncer un coin entre d'une part les héritiers du gaullisme qui étaient censés être le RPR et puis les centristes, et donc ce nouveau parti qui était un parti qui était à la fois d'extrême droite, mais qui brandissait le drapeau bleu-blanc-rouge. Et donc Jacques Chirac s'est retrouvé dans une situation extrêmement inconfortable, puisque, comme Jean-Marie Le Pen tenait des propos qui étaient des propos provocateurs, parfois d'incitation à la haine raciale, enfin il a été condamné quand même 20 fois pour incitation à la haine raciale, etc., mais tout en étant condamné, il avait toujours accès aux médias, ce qui est quand même assez étrange. Au passage, donc, le rôle objectif, c'est un fait absolument objectif que je dis là, c'est que progressivement, Jean-Marie Le Pen, avec ses outrances, a fini par mettre dans la tête des gens et des Français que drapeau bleu, blanc, rouge égale
Voilà, égale Vichy, égale Pétain, égale propos racistes, antisémites, etc. En fait, il s'agissait de neutraliser le gaullisme. Et Jacques Chirac, confronté à cette situation, a eu une rencontre avec Mitterrand. Et là, je le tiens, non pas de la bouche du cheval, mais de la bouche de Charles Pasqua, qui me l'avait raconté personnellement, même si je crois que ça a été diffusé ensuite dans des écrits, dans des livres, etc. Mais Charles Pasqua m'avait raconté que Mitterrand avait dit à Chirac, il le lui avait rapporté à lui, Charles Pasqua, Mitterrand avait dit à Chirac, on ne peut plus devenir président de la République française si on est contre la construction européenne. Méditez bien ça. C'est ça qui a fait que Jacques Chirac, d'un seul coup, s'est retourné comme une crêpe, et que le Jacques Chirac de l'appel de Cochin de 78, puis des propos contre l'Europe germano-américaine et l'Europe mollusque, nous ne l'accepterons jamais, disait Jacques Chirac devant des foules gaullistes enflammées, 79. Ce Jacques Chirac-là, 5 ans après, 6 ans après, en 1986, devient le Premier ministre pro-européen de François Mitterrand. Il s'est donc passé quelque chose entre 79-80 et 1986. Ce quelque chose, c'est que Jacques Chirac a amené le parti gaulliste à se renier, à accepter le principe d'une construction implicitement fédérale, puisqu'on venait d'avoir les premières élections au suffrage universel du Parlement européen. Et au même moment, mais le même moment, c'était pas une coïncidence, ça avait été calculé pour, les médias promouvaient Jean-Marie Le Pen, pour être le mauvais objet, comme on dit en psychanalyse, c'est-à-dire ce qu'on appelle en psychanalyse un mauvais objet, c'est-à-dire qu'il suffit de faire porter un discours, etc., par quelqu'un en particulier qu'on va appeler le mauvais objet pour que ça pourrisse le truc. C'est-à-dire que Jean-Marie Le Pen en était arrivé à dire, je sais pas, le soleil se lève à l'est, les gens auraient été scandalisés. Voilà. C'est-à-dire que la moindre chose qu'il pouvait dire était, du fait qu'il se livrait à des provocations par ailleurs, était frappé d'interdit, c'était l'objet de scandale. Et comme il était là à brandir le drapeau bleu-blanc-rouge, voire à tenir des propos anti-européens, eh bien, on a eu au fait, avec ce procédé, de faire comprendre aux Français que si vous étiez contre l'Europe, fondamentalement, c'est que vous étiez quand même un peu facho sur les bords, même carrément facho, et même que vous aviez une certaine attirance pour les chants hitlériens diffusés par la maison de disques de Jean-Marie Le Pen. Est-ce que vous comprenez ce qui s'est passé? C'est vraiment très sophistiqué comme opération. Hein. C'est vraiment ça a été très bien élaboré. Voilà. D'ailleurs, même dans les années suivantes, on a eu également l'abandon du communisme anti-européen par le Parti communiste français. Puisque le Parti communiste français, dans les années 1950, était le premier à dénoncer le projet germano-américain qui se cachait derrière la construction européenne. C'est pas pour rien qu'en 1954, les gaullistes du RPF d'un côté, le Parti communiste français de l'autre côté, le 31 août 1954, avaient fait échouer le projet de communauté européenne de défense, dont les communistes et les gaullistes disaient que ça aurait été une armée de généraux hitlériens sous commandement américain, puisqu'effectivement, il y avait des généraux hitlériens qui avaient été recyclés. Voilà. Donc moi, ce que je dis, ce qui est très important, c'est que Jean-Marie Le Pen, alors certains vont dire qu'il ne le savait pas, si, tout ça a été fait de façon parfaitement claire, Jean-Marie Le Pen est devenu un élément essentiel de l'oligarchie pour pourrir les idées gaullistes qui avaient été celles qui avaient triomphé au RPR jusqu'en 1979, et pour les assimiler avec des propos qui étaient volontairement scandaleux. Alors c'est pas tout, parce que Jean-Marie Le Pen arrive les élections européennes de 1984, et aux élections européennes de 1984, il y a dans la liste présentée par le Front National, il y a deux personnalités qui auraient dû faire sensation, enfin qui ont un peu fait sensation, et qui étaient la présence sur cette liste, d'une part de M. Pierre Sérac, d'autre part de M. Gustave Pordéa, qui étaient ces deux personnes qui figuraient sur la liste du Front National en 1984 pour les élections européennes. Allez vérifier si vous imaginez bien que si je vous dis ça, c'est que je sais que ce que je dis est vrai. Et je le dis d'ailleurs depuis des années. Et d'ailleurs, je suis étonné que les journalistes, comme par hasard, personne ne s'intéresse à ces dossiers-là. Parce que M. Pierre Sérac était à l'époque le neveu de François Sérac, qui était le président de ce que l'on appelait le CNPF, qu'on appelle aujourd'hui le MEDEF. Voilà, donc le patron des patrons français, qui était son oncle. Bon, à la limite, pourquoi pas, c'est pas un crime en soi. Mais enfin, ça situe déjà un certain milieu social. Mais surtout, Pierre Sérac était le représentant en France
de la secte Moon du révérend père Sun Myung Moon, qui était un Coréen, un Sud-Coréen, qui avait créé l'église de je ne sais plus quoi, de la truc universel, qui était une église sectataire en fait, qui avait été créée en Corée du Sud. Mais dont les spécialistes savaient que, en fait, cette église du révérend père Sun Myung Moon était en fait un paravent de la Korean CIA, c'est-à-dire des services secrets sud-coréens qui avaient partie liée avec la CIA américaine. Quand même bizarre. Personne jamais ne s'intéresse à la présence de Pierre Sérac, qui, comme tout le monde le sait, Jean-Marie Le Pen accordait sur ces listes aux élections européennes, il nommait les gens qui lui apportaient le maximum d'argent. Parce qu'à l'époque, l'argent était illimité. C'est d'ailleurs à peu près à cette même époque que Philippe de Villiers avait fait alliance avec notamment Jimmy Goldsmith, qui était un magnat britannique qui avait beaucoup d'argent, qui avait apporté des centaines de millions, parce qu'il avait, enfin des dizaines de millions, peut-être pas des centaines, en tout cas des millions et des millions. Il n'y avait pas de limite et une entreprise pouvait donner de l'argent. Tout ça le terme a été apporté à ça au début des années 1990, suite à tous les scandales de financement des partis politiques. Je vous ai dit qu'il y avait M. Pierre Sérac, qui donc était potentiellement un agent. Il était à la tête de l'église universelle de je sais pas quoi de... Comment ? L'église de l'unification. L'église de l'unification. Voilà, merci Marc. En ce moment, vous regardez sur Wikipédia pendant que je parle. Je parle sans filet. C'est vraiment de la mémoire, donc merci. L'église de l'unification, donc du révérend père Sun Myung Moon, qui était un paravent de la Korean CIA. Alors, je rappelle que c'est en 84, et je rappelle qu'en 81 ou 80, donc 3 ou 4 ans avant, on voit Jean-Marie Le Pen serrer la main de Ronald Reagan. Comme on dit maintenant, je dis ça, je dis rien. Mais c'est quand même bizarre. C'est pas tout. Il y avait également dans cette liste pour les élections européennes de 1984 du Front National quelqu'un qui s'appelait Gustave Pordea, P-O-R-D-E-A, et dont on a appris après coup que c'était un agent double, sinon triple, puisqu'en fait il était un Roumain d'origine, et il aurait travaillé, ce monsieur, pour les services de renseignement français. Il aurait travaillé pour les services roumains, qui c'était la Securitate roumaine du régime de Ceausescu, et peut-être même pour les services de renseignement et d'influence américains de la CIA. En tout cas, c'était quelqu'un qui était très 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 loin, comme d'ailleurs Pierre Sérac, de l'électeur de base du Front National. C'est le moins que l'on puisse dire. On ne savait pas d'où sortaient ces personnes, si ce n'est qu'ils avaient apporté de l'argent. Alors certains disent oui, mais c'est de l'histoire ancienne. Oui, l'histoire ancienne, c'est très important de connaître l'histoire, de savoir ce qui s'est passé. Parce que je rappelle que c'est au cours de cette décennie, justement, que le gaullisme a disparu de la scène politique française. Et que le drapeau bleu, blanc, rouge a été accaparé par le Front National. Donc c'est tout à fait fondamental de revenir là-dessus. C'est pas à passer par pertes et profits. En 1989 arrivent les 3e élections européennes, 5 ans après. Et de rechef, de nouveau, le Front National présente une liste. Et dans cette liste, on retrouve de nouveau Pierre Sérac et Gustave Pordea, que personne n'avait vu d'ailleurs entre-temps au passage. Ils n'étaient pas, d'ailleurs, sauf erreur de ma part, ils étaient à des niveaux à l'intérieur de la liste qui ne leur permettaient pas d'avoir des députés européens. Voilà. Alors, c'est quand même très important de savoir ça, parce que lorsqu'il y a eu ensuite la réforme du financement des partis politiques, début des années 90, les élections européennes suivantes, après 89, celle de 94, cette fois-ci, Pierre Sérac et Gustave Pordea ont disparu, ne sont plus sur les listes du Front National. Mais entre-temps, le Front National s'est incrusté dans le paysage, a eu ses premiers députés, puisque je rappelle que François Mitterrand ne s'était pas contenté d'apporter au Front National une légitimité médiatique, etc. On ne parlait plus que de ça. Mais également, François Mitterrand, en 1986, avait réformé le mode de scrutin aux élections législatives, de telle sorte que le Front National avait obtenu une trentaine de députés. Ce qu'il n'a pas retrouvé avant, récemment d'ailleurs. L'objectif de Mitterrand, en réintroduisant la proportionnelle aux élections législatives, proportionnelle à un tour, il avait voulu poursuivre l'objectif que le RPR et l'UDF, c'est-à-dire le parti dirigé par Chirac, et l'UDF dans lequel il y avait notamment François Léotard, que ces partis n'auraient pas la majorité des députés à eux deux. C'était ça l'objectif de Mitterrand, qui était comment dirais-je, machiavélique. Il était surnommé le Florentin Mitterrand. Donc l'objectif de Mitterrand, c'était d'empêcher, grâce à la proportionnelle,
que le RPR et l'UDF aient la majorité des députés à l'Assemblée nationale, de faire du Front national une espèce de groupe pivot de 35 députés, 32 députés, et donc de forcer le parti de Chirac et le parti de Léotard, soit à s'entendre avec le Parti socialiste, soit l'UDF à s'entendre avec le Parti socialiste et à rompre avec le RPR, soit éventuellement le RPR et l'UDF faisant alliance avec le Front national, ce qui était à peu près totalement exclu compte tenu de l'atmosphère totalement diabolisée qui entourait le Front national, parce que justement Jean-Marie Le Pen avait volontairement, sciemment fait des déclarations qui avaient révolté un certain nombre de personnes. Le point le plus culminant a été notamment l'affaire du détail de la Seconde Guerre mondiale, mais qui arrive un petit peu plus tard, je ne me rappelle plus dans la chronologie exacte des événements. Or, le hasard historique a voulu que le piège de Mitterrand n'a pas fonctionné, puisque, à la surprise générale, en fait, certes, le Front national a eu environ une trentaine de députés, mais le RPR et l'UDF, à eux deux, ont eu la majorité sans avoir nécessairement le concours soit du Front national, soit du Parti socialiste. Voilà. Et donc le piège de Mitterrand a fait long feu, et c'est ce qui a permis d'avoir donc le gouvernement Chirac, qui, comme je le disais tout à l'heure, a avalé tous les principes de la construction européenne fédérale, avec l'acceptation de l'acte unique européen, avec la libre circulation des mouvements de capitaux qui allait déboucher quelques années après sur le traité de Maastricht. Un traité de Maastricht, d'ailleurs, qui a été adopté en 1992 sur le fil du rasoir, après une campagne médiatique absolument ignoble. C'est-à-dire que le camp du oui avait droit à plus de 80% du temps de parole. Relisez le livre de Georges-Marc Benamou qui s'appelle... Non, excusez-moi, c'est pas de Benamou, c'est de... Je ne me rappelle plus, qui s'appelle Les Nouveaux Chiens de Garde. Serge Halimi, qui était un journaliste au Nouvel Observateur, oui, je ne sais plus où, de Serge Halimi, qui s'appelle Les Nouveaux Chiens de Garde, où il rappelle comment s'est passée la campagne pour le traité de Maastricht de 1992. Dans cette campagne pour le traité de Maastricht de 1992, Jacques Chirac a appelé à voter oui à ce qui est quand même la transformation de la France en un pays de sous-domination d'une Europe fédérale, c'est-à-dire l'assassinat du gaullisme. Et Chirac a d'autant plus pu le faire qu'il avait déjà accepté de le faire suite aux décennies 80. De telle sorte que ceux qui ont appelé à voter non à Maastricht, eh bien, c'était d'un côté les communistes, de l'autre côté le Front national, et puis une partie quand même des gens qui, à la suite de Philippe Séguin, avaient, notamment dans son fameux discours d'inconstitutionnalité, de question préalable de constitutionnalité sur le traité de Maastricht, avait fait un discours remarquable, mais n'avait pas avec lui la majorité du parti dit gaulliste, qui à partir de ce moment-là, le RPR n'est plus gaulliste en définitive. Et les gaullistes sont en déshérence, puisqu'ils ne peuvent plus se reconnaître dans le RPR, ils ne peuvent pas non plus se reconnaître dans le FN, qui est dirigé par quelqu'un qui est un viscéral anti-gaulliste, parce que j'ai oublié de le préciser, mais Jean-Marie Le Pen était viscéralement anti-gaulliste, et qui par ailleurs faisait des déclarations tout à fait scandaleuses de type négationniste ou raciste. Voilà. C'est comme ça qu'on en est arrivé à cette situation dont on est toujours un petit peu le piège, puisqu'il y a toujours ce système, n'est-ce pas, d'avoir neutralisé en fait le parti gaulliste. Et Jean-Marie Le Pen s'est parfaitement prêté à ce jeu. Donc voilà quelle est... Moi, j'ai pas beaucoup lu la presse, j'ai d'autres choses à faire, mais j'ai pas le sentiment qu'il y ait beaucoup de journalistes qui aient expliqué ce qu'est la vraie histoire du Front national. Et pourquoi le Front national a été promu à ce point. Alors aujourd'hui, le Front national n'existe plus vraiment, je le rappelais tout à l'heure, puisque Marine Le Pen a pris plus que ses distances, puisqu'elle en est arrivée donc à exclure du Front national son propre père et a changé le nom du parti en Rassemblement national. Ce qui, soit dit en passant, les gens qui m'écoutent depuis des années savent que je l'avais d'ailleurs prévu, et savent que j'avais prévu ce qui est en train de se passer, puisque c'est exactement la destinée historique qui est arrivée au mouvement social italien, le MSI, de Giorgio Almirante, dont Jean-Marie Le Pen avait repris le symbole. Lorsque Giorgio Almirante était mort, le MSI, progressivement, a changé de nom. C'est appelé Alleanza Nazionale, c'est-à-dire Rassemblement National. C'était vraiment le parallèle exact. Donc ça veut dire que derrière, il y a des forces qui ont piloté tout ça. Et le Alleanza Nazionale a fini par être dédiabolisé, puis
à entrer dans des coalitions gouvernementales, d'ailleurs en abandonnant la flamme tricolore. De même que Mme Marine Le Pen a abandonné la flamme tricolore au relent fascisant pour avoir une forme désormais d'une flamme extrêmement épurée. On ne sait plus si c'est une flamme ou si c'est un drapeau bleu, blanc, rouge. Voilà, donc je voulais rappeler tout ça sur l'héritage de Jean-Marie Le Pen, c'est-à-dire qu'à part les propos que l'on tient, qui sont tenus ici ou là sur ses outrances, il y avait fondamentalement le jeu qu'il a joué, est un jeu qui n'est pas clair, et qui, au bout du compte, comme on lit dans les Saints Évangiles, on juge un arbre à ses fruits, eh bien, en définitive et au bout du compte, Jean-Marie Le Pen, la famille Le Pen, a réussi à faire en sorte que la France en soit dans l'état dans lequel nous sommes, puisqu'ils ont diabolisé une alternance qui serait une alternance gaullienne, gaulliste. C'est ça. Une question de Laurent. Pensez-vous que les affaires judiciaires concernant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon soient purement le fruit de décisions juridiques impartiales, ou peuvent-elles être influencées par des manœuvres politiques visant à les affaiblir avant l'élection présidentielle 2027 ? Je ne suis pas un expert, mais si j'ai bien compris, j'ai vaguement parcouru les attendus du prononcé du jugement. C'est quelque chose qui est quand même très différent de l'affaire, par exemple, concernant Bayrou. Parce que Bayrou avait effectivement eu les soupçons d'avoir financé des attachés parlementaires, ce qui sans doute a d'ailleurs été le cas. Mais si j'ai bien compris, Bayrou, qui est un fin renard, n'avait laissé aucune preuve. C'était difficile, parce que vous savez que dans un jugement, il faut quand même avoir des preuves. Alors que si j'ai bien compris, il semble, mais j'avance beaucoup très prudemment, enfin, à croire le jugement, il semble que les juges ont trouvé des quantités de preuves astronomiques. Enfin, voilà, qui sont sorties d'ailleurs dans la presse. Par exemple, ce qui a fait grand bruit, vous savez, c'est le fait que M. Le Pen, père Jean-Marie Le Pen, avait, paraît-il, dans son manoir, dans sa belle villa, cet hôtel particulier de Montretout, il avait, semble-t-il, un majordome qui, si j'ai bien lu la presse, aurait gagné 9 000 € par mois sur fonds publics, de fonds européens. Il semble aussi qu'il y avait des organigrammes qui avaient été publiés avec des assistants parlementaires du Front National, mais il s'agit du Front National, qui ont été débulés comme travaillant à Paris. C'est-à-dire que Madame Le Pen, si j'ai bien compris, a été d'une extraordinaire imprudence, en fait, dans tout ça, et toute la hiérarchie du Front National ont fait, en fait, comme s'il n'y avait aucune règle. Donc ils ont été, à mon avis, je pense que c'est un des problèmes. Ce qui fait que les gens qui disent, oui, regardez, il y a quand même 2 poids, 2 mesures, je ne sais pas. Il y a peut-être 2 poids, 2 mesures, mais il y a aussi deux façons de procéder. Avec quelqu'un qui pioche dans la pièce, semble-t-il, sans vergogne et sans prendre de précautions, et quelqu'un qui fait plus discrètement. Je voudrais rappeler aussi sur ces affaires qu'il y a une connotation particulière s'agissant du Front National, c'est que c'est une affaire qui a été lancée par l'ancien président du Parlement européen, l'Allemand, je crois que c'était Manfred Weber, il me semble, c'est lui qui avait levé le lièvre et qui avait découvert en fait qu'il y avait des détournements de fonds qui étaient organisés. Donc il faut bien comprendre que c'est à l'origine le président allemand du Parlement européen qui a lancé des demandes et qui a quasiment déposé plainte. Le Parlement européen demande d'être remboursé de ses frais. Alors ça, c'est un point fondamental. Deuxièmement, je voudrais ici prendre un peu, je l'ai déjà dit d'ailleurs dans ma vidéo, nous mettre un peu dans la peau d'un juge. Vous savez que dans la justice, vous avez le parquet qui représente le gouvernement, le ministère public, vous avez des officiers de police judiciaire qui sont là pour conduire le début d'une enquête, et puis vous avez les magistrats, les juges qui, eux, sont indépendants et qui doivent juger et appliquer les lois. Or, il est quand même assez normal si les juges ont trouvé ce qu'on vient de dire, le fait que monsieur Jean-Marie Le Pen avait un majordome payé 9 000 € par mois sur fonds publics pour son service privé, ce qui d'ailleurs est très très comparable à un enrichissement personnel, ou bien si il y avait donc des quantités d'attachés parlementaires qui ne travaillaient absolument pas à Bruxelles, mais qui travaillaient pour le parti du Rassemblement national. Il est quand même normal que les juges, jugeant en justice, y aient vu la preuve que c'était des détournements de fonds et concluent comme ils l'ont fait. Il était également assez normal qu'ils envisagent de prononcer une peine d'inéligibilité, puisque justement ça a été créé pour ça. Et c'est pas les juges qui ont fait les lois. Hein. Les lois ont été élaborées par les parlementaires. Et le caractère particulièrement tragicomique de cette histoire, c'est que tout le monde a vu que le Rassemblement national, enfin le Front national à l'époque, puisque c'est le Front national dont il s'agit, le Front national de l'époque, et Madame Le Pen en particulier, avait été parmi les plus vigoureux pour réclamer des peines d'inéligibilité pour ceux qui tapaient dans la caisse, ayant des mandats. Alors, c'est quand même Madame Le Pen et les dirigeants du Front national se sont quand même mis dans une situation extraordinairement difficile. Je crois que c'est une évidence.
Par ailleurs, on n'épuise pas le sujet, parce que par ailleurs, il est vrai aussi que parmi les juges, il y a une bonne partie des juges qui sont des juges plutôt de tendance de gauche, et beaucoup de gens de droite reprochent à des magistrats d'être membres du syndicat de la magistrature. Je crois qu'il y a pratiquement un tiers des juges qui appartiennent à ce syndicat qui a toujours eu des prises de position éminemment politiques et très à gauche. De telle sorte que les juges sont fondés à réclamer, à prononcer leur indépendance et à rappeler qu'ils sont indépendants et qu'ils jugent en indépendance et qu'ils appliquent la loi. Mais c'est vrai que leur position est affaiblie par le fait qu'on a vu des quantités d'affaires où le syndicat de la magistrature a pris des prises de position très, très à gauche et très politiques. De telle sorte que je pense qu'il faudrait envisager, peut-être, c'est en tout cas un sujet sur lequel il faudrait se pencher, on ne peut pas à la fois prétendre être totalement indépendant du pouvoir politique et par ailleurs autoriser des juges à prendre des positions politiques par l'intermédiaire de leurs magistrats. C'est quand même très difficile. Je voudrais d'ailleurs au passage rappeler, parce que c'est des choses qui n'ont pas été suffisamment soulignées, que ce jugement n'a visé finalement que... n'a pas visé que Madame Le Pen. Elle a visé Madame Le Pen, mais il y a 8 anciens ou présents eurodéputés du Front National, mais également plus de 12 ou 13, je ne sais plus combien, assistants. Donc il y a au total plus d'une vingtaine de personnes qui ont été jugées et condamnées. Mais le Rassemblement national en tant que tel a été condamné à verser, si j'ai bien compris, une amende de 2 millions d'euros pour les sommes détournées. Mais le Rassemblement national n'a pas été interdit. Et il y a des responsables politiques qui sont au Rassemblement national actuellement qui n'ont pas été inquiétés du tout. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle maintenant on commence à nous expliquer que c'est M. Bardella qui sera candidat à la place de Mme Le Pen. Ce qui prouve d'une part que les juges n'ont pas se sont penchés sur les dossiers qu'ils avaient, mais ce qui prouve aussi d'autre part qu'il y a des gens qui infèrent de cette situation le fait que peut-être ça pourrait être un calcul politique très audacieux qui consisterait à dégager Mme Le Pen, dont certains, y compris d'ailleurs dans son parti, mezza voce, disent qu'elle a fait son temps, pour essayer de promouvoir M. Bardella, lequel M. Bardella, comme vous l'avez remarqué, bénéficie quand même des bienfaits et des faveurs extraordinaires et des médias et des instituts de sondage, puisque c'est quand même assez... quelque chose qui frappe l'esprit, c'est qu'au moment même où on apprenait que Mme Le Pen risquait de ne pas pouvoir être candidate pour la 4e fois à l'élection présidentielle, dans la foulée, on apprenait que Bardella ferait 36 ou 37% des suffrages au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui est, à mon avis d'ailleurs, est extrêmement scandaleux et choquant. Ça devrait être totalement interdit de faire ce genre de sondage, puisque l'expérience historique montre que des sondages faits 3 mois avant déjà ne valent pas grand-chose. Rappelez-vous, par exemple, les sondages en 2022 qui donnaient Mme Pécresse à 14 ou 15%, elle a terminé à 4%, qui donnaient Mme Hidalgo à 7%, elle a terminé à 1,75%, qui donnaient M. Mélenchon à 11 ou 12, il a terminé à 23%. Enfin, on a vraiment, c'est du trafic d'influence, en fait, les instituts de sondage. Donc le fait que d'un seul coup, le Harris Interactive, comme ça, sorte d'un chapeau, on ne sait pas comment, un sondage qui donne 36 à 37% des suffrages à M. Bardella, il y a certains qui disent tout ça c'est cousu de fil blanc. M. Bardella s'est mis en bon terme avec l'oligarchie euro-atlantiste. M. Bardella a fait le voyage, le pèlerinage, si j'ose dire, à Washington, ensuite a fait le voyage en Israël pour se mettre bien avec l'oligarchie, et puis maintenant il est catapulté pendant que Mme Le Pen dégage. Voilà. Alors, il y a évidemment toutes les interprétations qui sont ouvertes. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Alors, déjà, moi, ce que je note, c'est que ce sont des peines quand même très sévères. Donc certains disent que c'est un jugement politique. Mais on pourrait voir les choses dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'en fait, si je comprends bien, les partisans de Mme Le Pen considèrent que le jugement aurait dû intégrer le fait qu'elle était candidate avec des très forts pourcentages dans les élections. C'est-à-dire qu'en fait, ils auraient dû intégrer un raisonnement politique dans leur jugement. Alors que peut-être ils n'en ont pas intégré. Ou alors s'ils en ont intégré, c'est d'autres raisonnements politiques. Mais il faut bien comprendre que c'est la faiblesse de la position du Front National, du Rassemblement National et de Mme Le Pen, c'est de dire halte à la justice politique, mais leurs interventions, c'est justement une intervention politique. Il y a quand même un fait autour duquel même les gens qui sont les plus favorables à Mme Le Pen ont du mal à expliquer, c'est que d'ailleurs quand elle a été interrogée par Gilles Boulot, elle a esquivé le majordome. Elle a esquivé les 12 ou 13... Enfin, c'est quand même l'éléphant dans le couloir, comme on dit dans les médias. Il y a encore autre chose, c'est que Mme Le Pen, cette affaire dure depuis 10 ans. Ça fait que pendant 10 ans, les magistrats ont scruté les pièces. Et si j'ai bien compris, les juges ont trouvé tellement de pièces accablantes qu'ils ont transféré ça au
au tribunal correctionnel. Je parle pour moi, ma petite affaire dont j'ai parlé, enfin petite affaire qui a quand même été pour moi quelque chose d'extraordinairement éprouvant, etc. Moi, j'ai eu pendant près de 2 ans des juges qui ont examiné. Ils ont arrivé à conclure qu'il n'y avait rien dans le dossier, en fait. Et donc, ils ont prononcé un non-lieu sur tout. Et c'est le parquet, donc ça, c'est le gouvernement, en fait, qui a demandé, qui a fait appel, enfin, qui va transmettre, parce que eux, le gouvernement voudrait que ça soit transféré au tribunal constitutionnel. Mais c'est un cas de figure très très différent de celui de Mme Le Pen, parce que les juges n'ont rien trouvé. Donc il va falloir maintenant que le gouvernement prouve auprès de la Cour d'appel que les juges, pendant 2 ans, quand ils ont fait leur boulot, l'ont mal fait, et qu'il y avait d'autres arguments. Alors que Mme Le Pen, c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est pas le parquet qui a fait appel pour transmettre au tribunal constitutionnel, sauf au tribunal correctionnel, mais ce sont les travaux des juges pendant 10 ans. Et il est un peu difficile de penser que Mme Le Pen va pouvoir, dans 1 an, puisque maintenant elle a réussi à obtenir, ce qui d'ailleurs est un petit passe-droit au passage, elle fait appel et que la Cour d'appel juge d'ici, je crois, février 2026. C'est un passe-droit parce qu'ils sont submergés par les affaires. Voilà ce que l'on peut dire sur cette affaire. Elle a évidemment des répercussions considérables. Moi, j'ai fait une vidéo, j'essaie d'être honnête, parce que je considère que il faut à la fois essayer de voir là-dedans le fond du jugement, respecter l'indépendance des juges, et évidemment ne pas méconnaître le risque qu'il y ait une justice qui soit tentée par la politique. Je trouve quand même que les réactions du Kremlin, de Trump, etc., ils ont sauté un peu vite aux conclusions, de la même façon que les gens qui ont comparé Mme Le Pen à M. Georgescu en Roumanie. Ça n'a rien à voir. C'est assez, comme je l'ai dit, c'est vraiment typiquement ce genre de question où il faut ne pas faire l'amalgame. Voilà. Hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, et Dieu sait si on ne peut pas me reprocher d'être pro-Bayrou. Mais il semble peut-être que Bayrou, j'en sais rien, il avait pris ses précautions. D'ailleurs, il y a des membres du Front National qui sont passés à travers les gouttes. Ils avaient peut-être été plus malins, ils avaient peut-être plus pris leurs précautions. Hein, je ne sais pas, c'est pas ce qui s'est passé. Donc, il est difficile, à mon avis, de comparer ça avec Georgescu. Georgescu en Roumanie, lui, on lui a reproché d'avoir que son score au premier tour de l'élection présidentielle en novembre 2024, était dû à une présence exagérée sur TikTok qui aurait été favorisée par les Russes. Il y a d'ailleurs pas le moindre début de preuve. Et d'ailleurs, il y a pire que Georgescu, puisqu'il y a une dame qui s'appelle Madame Sosoaka, qui a été interdite aussi de compétition à la présidentielle roumaine, en disant que si elle était élue, ça risquerait de mettre en cause l'appartenance de la Roumanie à l'Union européenne et à l'OTAN. Alors là, effectivement, on peut parler d'un jugement totalement politique. C'est absolument scandaleux, parce que là, il n'y a pas une question de détournement de fonds, il y a une question politique. Voilà. Alors, évidemment, je ne suis pas naïf. Il y a des gens, j'ai vu sur des réseaux sociaux, qui m'écrivent ou qui me disent, mais rendez-vous compte, et si on vous interdit de vous présenter parce que vous voulez sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, ça serait tout à fait scandaleux, je suis bien d'accord. Il y a des gens qui disent, voilà, c'est ça l'objectif. Enfin, l'objectif, je rappelle quand même que Mme Le Pen, ça fait quand même belle lurette, qu'elle avait dit, c'était depuis au moins l'automne 2017, qu'il était hors de question que le Rassemblement national milite pour la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Et les gens qui présentent Mme Le Pen comme une opposante, je suis désolé, on va pas me faire dire le contraire de ce que je dis depuis 18 ans et qui se révèle exact. Mme Le Pen et le Rassemblement national, en quoi ont-ils été les opposants? Sont-ils les opposants de Macron? Ils sont pour l'UE comme Macron, pour l'euro comme Macron, pour l'OTAN comme Macron, pour le fait de rester dans l'Union européenne, donc dans l'espace Schengen, comme Macron. En fait, ils soutiennent, ils valorisent Madame Meloni, qui a fait, je le rappelle, qui a augmenté le nombre de migrants légaux en Italie, comme d'ailleurs Macron, puisqu'ils obéissent à la politique migratoire de l'Union européenne. Le Rassemblement national a complètement laissé tomber ses accointances avec le Kremlin, ce qui rend d'autant plus bizarre d'ailleurs la déclaration du Kremlin. J'ai quand même pas rêvé. Et s'était endetté dans les années 2016 auprès d'une banque russe. Et puis après ça, ils ont dit que c'était pas bien du tout Poutine. Ils ont remboursé leurs prêts, si j'ai bien lu les gazettes, pour avoir maintenant se financer auprès de banques aux Émirats arabes unis. Et je n'ai pas rêvé, vous l'avez vu comme moi, le fait que lorsque Zelensky est venu au Parlement européen à Bruxelles il y a environ 1 mois et demi, eh bien, il y a M. Bardella, qui est à la fois le président du Rassemblement national et le président qui présidait la liste du RN aux élections européennes, qui est allé avec un sourire jusque-là pour aller banqueter avec Zelensky. Et d'ailleurs, le RN, maintenant, souscrit au narratif de l'Union européenne et de l'OTAN, en considérant que la Russie est une grave menace et que, en revanche, l'Ukraine a été un pays à attaquer. Alors, en quoi est-ce que le Rassemblement national s'oppose à Macron? Vous savez par ailleurs que le Rassemblement national
a interdit, a cassé la procédure de destitution de Macron qui avait été lancée par LFI et le nouveau Front populaire. Vous le savez. Et vous savez aussi que le Rassemblement national n'a pas voté la censure de Bayrou, ce qui a permis donc de donner une bouffée d'oxygène à Macron. Et enfin, dernière cerise sur le gâteau, le Rassemblement national et Mme Le Pen ont laissé nommer à la tête du Conseil constitutionnel M. Ferrand, qui était lui-même d'ailleurs poursuivi pour, comment dirais-je, conflit d'intérêts. Alors au minimum, Mme Le Pen a été d'une naïveté absolument incroyable de penser que ceci lui vaudrait sans doute une clémence. Mais en fait, le Rassemblement national ne s'oppose plus à rien. Voilà, ne s'oppose plus à rien. Et donc, on peut se poser, il y a des gens, des esprits, tout ça facilite évidemment les réflexions de tout le monde. Il y a certains qui se disent, c'est un moyen avec cette affaire de redonner à Mme Le Pen un statut d'opposant qu'elle n'a plus. Parce que finalement, c'est une fausse opposante, mais elle est tellement fausse opposante que tout le monde le voit comme le nez au milieu du visage. Et donc, il faut donner à penser que ça serait un adversaire. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui. En tout cas, ce que je trouve là-dedans, c'est que pauvre France. Pauvre France, je vois que Mme Le Pen, enfin M. Bardella a appelé à une manifestation contre une décision de justice qui d'ailleurs vient de faire appel, pour lequel je trouve ça quand même très 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 contestable. C'est d'autant plus contestable que Mme Le Pen et le Rassemblement national, ça fait des belles lurettes qui n'ont jamais appelé à quelque manifestation que ce soit. Ni contre le Covid, ni contre l'Ukraine, ni contre l'alignement en Russie, ni contre les dépenses inimaginables de Macron en faveur de Zelensky, ni également pour que les élections soient dignes conformes à la démocratie. Je l'ai dit dans ma vidéo et je reviens ici, ça sera ma conclusion. C'est que j'avoue que j'ai pas beaucoup, en fait, comment dirais-je, je n'ai pas très envie de crier au viol de la démocratie, parce que s'il y a un viol de la démocratie qui a lieu, il est ailleurs. Il est dans le fait que Mme Le Pen bénéficie à plein du fait que tous ceux qui sont pour le Frexit sont interdits d'antenne. Voilà. Hein, ceux qui disent il faut laisser les électeurs juger, c'est pas à des juges de le faire. Je suis assez d'accord d'ailleurs sur le fond, j'en avais déjà d'ailleurs parlé. Je pense que peut-être il faudrait considérer qu'il est inconstitutionnel de laisser à des juges l'inéligibilité. C'est en fait les électeurs qui doivent décider. Ça, je suis assez d'accord sur le fond, mais à condition que les électeurs connaissent tout ce qui se passe sur la scène politique. Parce que par exemple aujourd'hui, il y a beaucoup d'électeurs qui ne supportent plus Macron et qui votent Le Pen par désespoir de cause. Et à qui, d'ailleurs, on fait croire que le Rassemblement national serait contre l'Union européenne, parce que ça, c'est un des tours de passe-passe les plus dingues. Le RN n'a jamais eu dans le Front national, ni le Rassemblement national, n'ont jamais eu, je l'ai dit depuis 18 ans, je le maintiens, il y a une caisse de champagne qui attend quelqu'un qui me montrera une profession de foi. Hein, c'est ça qui compte, c'est pas des déclarations un 29 février à 3h du matin sur Radio Berry-Sud qui compte. C'est la profession de foi nationale aux élections présidentielles, législatives ou européennes du Front national puis du Rassemblement national. Il n'y a jamais eu l'engagement du FN ou du RN de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Jamais, 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 jamais. Donc, ceux qui sont pour ça sont totalement interdits d'antenne, j'en suis la preuve vivante, mais ça ne gêne pas du tout Mme Le Pen. Hein, ça ne gêne pas non plus d'ailleurs M. Zemmour. C'est-à-dire que ce sont des faux opposants qui servent d'opposition de Sa Majesté, hein, comme on dit au Royaume-Uni. Les vrais opposants au système, ceux qui veulent vraiment sortir la France de la panade, eux sont systématiquement interdits. Alors moi, j'irai manifester en faveur de la démocratie et en faveur de Mme Le Pen, lorsque Mme Le Pen ou les dirigeants du Rassemblement national ou M. Zemmour, qui a été également pas mal condamné, manifesteront eux aussi en disant qu'il n'est pas normal que le parti que l'UPR, qui fait les plus gros scores sur Internet, je rappelle qu'on va bientôt franchir les 111 millions de vues cumulées pour UPR TV, il n'y a aucun parti politique en France qui a un tel nombre de vues cumulées, soit totalement interdit d'antenne. Ça n'est pas normal. De la même façon qu'il n'est pas normal qu'il y a des sondages qui commencent à sortir, celui où il y avait M. Bardella 36 ou 37, je vois que le sondage teste M. Dupont-Aignan, lequel a encore d'ailleurs changé de pied, puisque la dernière fois on m'avait dit tiens, il veut sortir lui, non, pas du tout, il vient de sortir un tract, lui, il n'en sort plus. Mais il est testé sur ces sondages, Madame Nathalie Arthaud et Monsieur Poutou. Je rappelle que j'ai fait j'ai fait plus de voix que Madame Nathalie Arthaud à la présidentielle de 2017. Je rappelle que en 2024, Monsieur Dupont-Aignan n'a pas été capable de présenter une liste aux élections européennes. Voilà. Et vous avez donc des sondages qui m'invisibilisent et qui invisibilisent l'UPR comme les médias. Donc il y a une véritable conspiration du silence qui existe.
dont bénéficient Mme Le Pen, M. Zemmour, M. Mélenchon. C'est comme ça que ça se passe. Donc je n'ai pas envie, si vous voulez, de monter au créneau pour dire que ce sont des défenseurs de la démocratie, parce que ça n'est pas vrai. Parce que normalement, ils devraient dire qu'il n'est pas normal, par exemple, qu'au Parlement français, il y a 0 partisan du Frexit. S'il y a 0 député du Frexit au Parlement français, c'est alors qu'il y en a des partisans du Dexit, par exemple, il y a 23% des parlementaires en Allemagne maintenant qui sont des députés qui sont en faveur du Dexit, c'est-à-dire la sortie de l'Allemagne de l'Union européenne. Ce sont les députés qui ont été élus sous l'étiquette Alternative für Deutschland avec Madame Alice Weidel, et ce sont la députée, je ne sais pas si elle a eu un député d'ailleurs en fait, j'en sais, en tout cas en pourcentage, elle a fait près de 5% des voix de Sarah Wagenknecht, qui est le parti de gauche qui veut sortir de l'Union européenne. Donc vous avez l'Allemagne par exemple, notre partenaire, il y a quand même près d'un quart des députés qui sont pour la sortie de l'Union européenne. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, on donne la parole en Allemagne à des partis qui veulent sortir de l'Union européenne. Mais quand je dis donner la parole, c'est longuement, c'est largement, comme c'est le cas d'ailleurs dans les pays d'Europe du Nord. Alors qu'en France, je suis interdit d'antenne. Alors je sais qu'il y a des gens qui disent oui, ça y est, ils chouinent encore. Mais oui, je chouine. C'est pas que je chouine, c'est que la vraie démocratie, elle est là. C'est que tant que nous serons invisibilisés, eh bien nous avons une situation qui ne va faire que se dégrader de plus en plus. Voilà. Et d'ailleurs, de la même façon, si vous voulez, le fait de profiter de cette situation que M. Zemmour, Mme Knafo, Mme Maréchal, Mme Le Pen, M. Bardella profitent de cette situation pour apparaître comme les opposants, ce qu'ils ne sont pas, par ce système, c'est que c'est un système où tout le monde se tient par la barbichette, et puis ils ont affaire, en définitive, du côté de M. Macron, à des gens qui sont absolument sans foi ni loi. Ça, c'est tout à fait certain. Voilà ce que je pouvais dire. On va voir.